Est-ce qu'un astéroïde va nous tomber dessus et allons-nous subir le même sort que le T-Rex, les Vélociraptors et autres Tricératops? En tout cas, ce n'est pas impossible. Maintenant, est-ce que cela va arriver bientôt? Voilà une excellente question. Ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a les sauves qui peut, et puis il y a des hurlements. Je me demande de quoi on va bien parler aujourd'hui. On en reparle après le générique? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cailloux. Des cailloux, des cailloux, des cailloux! Ça m'énerve! Oui, mais il ne va pas s'agir de n'importe quel caillou, on va parler de météorites. On va passer une bonne journée! Alors oui, il y a des météorites qui au cours de l'histoire de la vie sur Terre ont été une des causes d'événements d'extinction, mais déjà il faut savoir que météorite c'est pas forcément synonyme de destruction, et puis au lieu de les montrer comme de simples gros cailloux tombant du ciel, ça peut être intéressant de s'intéresser à leur nature, à leur origine, et puis on va voir que dans un sens, elles ont peut-être apporté la vie sur notre planète. Sans déconner. Mais avant d'aller plus loin, commençons par donner quelques définitions. On va d'abord commencer par se replacer dans l'espace en parlant du système solaire. Il s'agit d'un système composé d'une étoile, le Soleil, et d'objets gravitant autour, des planètes et leurs lunes, des astéroïdes, des comètes, des poussières cosmiques, etc. etc. L'objet le plus lourd du système solaire, eh bien, c'est le Soleil, qui représente à lui seul 99,85% de la masse de ce système. Pour faire un rapide tour des planètes de notre système solaire, de la plus proche du Soleil à la plus éloignée, nous avons Mercure, Vénus, la Terre, Mars, puis Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Point qui va nous intéresser pour la suite, entre Mars et Jupiter, nous avons la ceinture d'astéroïdes composée de millions de petits corps. On y trouve des poussières, des cailloux, de très gros cailloux, et d'immenses blocs pouvant faire quelques centaines de kilomètres pour les plus gros. Cette ceinture d'astéroïdes est probablement tout ce qui reste d'une planète qui n'a pas pu se former à cause de l'influence de la gravité de Jupiter. Et d'ailleurs, petite remarque au passage, si pour vous une ceinture d'astéroïdes ça ressemble à ça, eh bien détrompez-vous, en réalité dans la ceinture d'astéroïdes il y a en moyenne 1 million de kilomètres entre deux astéroïdes. Toutefois, sans trop spoiler la suite de la vidéo, on va voir que les collisions entre deux astéroïdes sont possibles. Clin d'œil, clin d'œil. Pour préparer cette vidéo, je vous ai posé une question sur Instagram pour savoir quels sont les mots qui vous viennent en tête quand on vous dit météorite. Parmi vos différentes réponses, il y a quelques termes qui sont revenus plusieurs fois, notamment les termes astéroïde et comète. Mais astéroïde, comète, météorite, c'est la même chose? Eh bien non. Pour comprendre les différences, commençons par voir déjà qu'est-ce qu'une météorite. Une météorite est une roche venue de l'espace. Jusque-là, je pense que c'est évident. Avant d'atterrir sur le sol, cette roche est entrée et a traversé notre atmosphère. En y pénétrant, la roche va subir un fort échauffement qui va produire un phénomène lumineux visible depuis le sol. On parle alors d'un météore, comme dans la phrase Dracolos attaque météore. Et avant d'entrer dans l'atmosphère, cette roche était un petit corps de notre système solaire circulant entre les planètes. On parle alors d'un météoroïde. Comme dans la phrase « Mon médecin hier m'a dit que j'avais des hémorroïdes ». Quoi? Ouais, non, je sentais pas cet exemple. Bref, donc en gros, dans l'espace, on a un météoroïde. Une fois entré dans notre atmosphère, vous avez un météore. Et si après la traversée de notre atmosphère, il reste quelque chose de l'objet et qu'il parvient à atteindre le sol de notre planète, vous avez une météorite. L'Union astronomique internationale a proposé une classification des objets en fonction de leur taille.
Ainsi, les plus petits objets dans l'espace seront appelés les poussières interplanétaires. Leurs tailles sont inférieures à 30 micromètres. Un micromètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Entre 30 micromètres et 1 mètre, on parlera d'un météoroïde, comme mentionné précédemment. Et au-delà de 1 mètre, on parlera plus d'un astéroïde. Quand le météoroïde va rentrer dans l'atmosphère, en fonction de sa taille et surtout de son poids, on va distinguer deux sortes de météores. Pour les météores de moins d'1 gramme, vous allez avoir des étoiles filantes. Les étoiles filantes sont vaporisées dans l'atmosphère avant d'atteindre le sol. Pour les objets de plus d'1 gramme, on parle alors de bolides. Les bolides sont assez gros pour qu'une partie de l'objet atteigne le sol et devienne alors une météorite. Ok, je comprends mieux les différences, mais je vois pas les comètes dans ton tableau. Alors, attention, il ne faut pas confondre astéroïde et comète. Les deux sont des objets présents dans l'espace, mais ils ont une activité différente. Un astéroïde est un objet du système solaire dont les dimensions varient entre 1 mètre et plusieurs centaines de kilomètres. Ils ont une forme irrégulière, contrairement aux planètes parfaitement sphériques. De l'autre côté, les comètes se composent de 3 parties. Le noyau, la chevelure et là ou les queues. La chevelure et les queues apparaissent quand le noyau se rapproche d'une étoile, par exemple le Soleil. Il est ainsi soumis au vent stellaire et s'entoure alors de gaz et de poussière brillante prolongées de plusieurs traînées. Il n'y a rien de tel pour les astéroïdes. Dans le système solaire, les astéroïdes se concentrent à divers regroupements. On a vu précédemment, le plus connu, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bien qu'éloignés les uns des autres, deux astéroïdes peuvent entrer en collision. Cette collision va engendrer des débris, plus petits, projetés dans toutes les directions. Et le hasard peut faire que l'un d'entre eux peut se retrouver sur le chemin de notre planète où il va finir par s'y écraser. Ça c'est con. Et peut-être par chance, cette météorite soit trouvée par quelqu'un, étudiée par des scientifiques et puis exposée dans un musée à la vue de tous. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que toutes les météorites retrouvées sont identiques ? En fait, il y a différentes catégories. Et pour mieux comprendre cela, je me suis rendu au Muséum d'Angers qui accueille l'exposition Météorites entre ciel et terre, consacrée à nos cailloux de l'espace. Cette exposition, créée par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, est proposée dans le cadre du bicentenaire de la chute de la météorite d'Angers. En effet, le 3 juin 1822, un météore a fendu le ciel et s'est écrasé dans un quartier de la ville. C'était dans le quartier de la Doutre, à la rue Gauvin, pour ceux qui connaissent. L'exposition vous permet d'en savoir plus sur ces roches, et notamment sur les différents types de météorites connus. Et c'est quoi les différents types de météorites ? Eh bien, parmi les météorites, on distingue d'un côté les météorites différenciées, et de l'autre, les météorites indifférenciées. Et c'est quoi la différence ? Eh bien, certaines sont différenciées, et d'autres ne sont pas différenciées. Ouais, faut que je développe, c'est ça ? S'il te plaît, oui. Comme on l'a vu, les météorites sont issues d'un objet parent, un astéroïde par exemple. Le fait d'avoir différents types de météorites s'explique par le fait qu'elles sont issues de différents types d'astéroïdes. De l'extérieur, ces derniers nous paraissent tous identiques, mais en réalité, non. On a les astéroïdes indifférenciés et de l'autre, les astéroïdes différenciés. Et c'est quoi la différence ? Eh bien, certains sont différenciés et d'autres ne sont pas différenciés. Non, t'inquiète, cette fois j'explique. Mais pour ça, il faut remonter le temps au moment de la formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années. À cette époque, pas de soleil ou de planète, il y a juste un nuage de gaz et de poussière que les scientifiques ont appelé la nébuleuse solaire. C'est à partir de ce dernier que le système solaire va se former. Les éléments de ce nuage vont se rapprocher et s'agglomérer pour former le soleil, les planètes et les autres éléments du système solaire. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le but ici. Parmi les éléments qui formaient la nébuleuse solaire, nous avons des sortes de poussières, les condres. Au début du système solaire, il y a 4,56 milliards d'années, ils se sont agglomérés pour former les premiers astéroïdes. À cette époque, les condres sont riches en éléments radioactifs, ce qui va faire que quand ils vont s'agglomérer, la température dans l'astéroïde va augmenter. Cela va conduire à un phénomène que l'on appelle la différenciation. Certains éléments, les métaux comme le fer, vont migrer au cœur de l'objet, tandis que d'autres vont rester plus à l'extérieur. On obtient alors un astéroïde différencié, avec un noyau riche en fer, avec autour ce qu'on appelle un manteau, qui au contraire est appauvri en fer. Cette organisation avec un noyau et un manteau tout autour vous rappelle peut-être quelque chose. Et oui, on retrouve exactement la même chose chez les planètes comme la Terre qui ont subi une différenciation. En voilà une coïncidence.
Et donc, les météorites différenciés, dont je vous ai parlé précédemment, sont issus de ces astéroïdes différenciés. Pour comprendre, avançons dans le temps, des centaines et des centaines de millions d'années après la création du système solaire. Dans l'espace, les astéroïdes peuvent se percuter, produisant des fragments de toute taille et de toute nature. Si cette collision implique un astéroïde différencié, il se peut qu'un fragment de son manteau soit éjecté au loin et que par le hasard des choses, il se retrouve pris dans la gravité de notre planète et il finisse par s'y écraser. On obtient alors une météorite différenciée, appauvrie en fer, car elle est issue de la partie de l'astéroïde qui en contenait le moins. On appelle ce type de météorite une achondrite. Et si jamais la collision impliquant l'astéroïde est très importante, ou alors qu'il a subi de nombreuses collisions, il se peut qu'un fragment de son noyau de fer soit éjecté. Et s'il parvient sur Terre, on obtient alors une météorite ferreuse, une autre catégorie de météorites différenciées. Les météorites différenciées sont très intéressantes à étudier, car elles peuvent permettre de comprendre le fonctionnement de la formation de notre planète. En effet, le processus de différenciation qui les a impactés est le même processus qui a eu lieu dans notre planète au début de son histoire. Mais on ne peut pas aller étudier les roches profondes du noyau, et encore moins la composition de son noyau, donc du coup il nous reste les météorites. Splendide! Et pour les météorites indifférenciées, quelle histoire se cache derrière? Bon, vous vous en doutez, elles ne sont pas issues du même type d'astéroïdes. Pour comprendre, revenons au début du système solaire. Au cours des premiers 5 millions d'années, il y a suffisamment d'éléments radioactifs pour engendrer une différenciation des astéroïdes. Mais après, ces éléments sont plus rares, et alors les astéroïdes qui vont se former par l'accumulation de combres ne vont pas subir de différenciation. Ils vont rester indifférenciés. Des centaines et des centaines de millions d'années plus tard, si un de ces astéroïdes indifférenciés est impliqué dans une collision et qu'un fragment parvient à notre planète, alors on va obtenir une météorite indifférenciée, appelée également une chondrite. Sa composition est très différente des autres météorites, car comme on l'a dit, son objet parent n'a pas subi de différenciation. Les météorites indifférenciées sont aussi très intéressantes à étudier, car elles renferment des éléments, les chondres, qui étaient présentes à la formation du système solaire. Donc, elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur cet événement. Ça pour une nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les météorites. Toutefois, il reste quand même pas mal de questions autour de ces objets fascinants. Et je vous propose d'en voir quelques-unes dans la seconde partie de cette vidéo. Question numéro 1. Une météorite a-t-elle déjà tué directement un humain? Eh bien, étonnamment, on n'a aucune vraie preuve de la mort d'un être humain en lien direct avec la chute d'une météorite. Cela peut paraître surprenant, surtout quand on sait qu'il tombe des milliers d'objets par année, mais histoire de relativiser, il faut rappeler que 70% de notre planète est recouverte d'eau, et c'est sans compter les déserts et les régions très peu peuplées. Les seules chutes de météorites dont vous entendez parler, ce sont celles qui sont tombées dans des régions peuplées. Par exemple, le matin du 15 février 2013, en Russie, la ville de Tchelabinsk, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, une grande ville de plus d'1 million d'habitants, a été directement affectée par la chute d'un météore. Le bolide en question faisait aux alentours des 20 mètres et s'est désintégré quand il est entré dans l'atmosphère. Cela a produit une violente onde de choc qui a atteint la ville. Here we go. L'onde de choc a été estimée 30 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. Elle a provoqué des dégâts impressionnants, comme vous pouvez le voir sur ces vidéos. Environ 1000 personnes ont été blessées, principalement par des éclats de verre, parce qu'ils étaient en train de regarder le phénomène à leur fenêtre. Rendez-vous compte, ce n'est pas l'impact de la météorite en lui-même qui a provoqué ces dégâts, mais la désintégration du météore dans l'atmosphère. Et malgré que l'objet était relativement petit, environ 20 mètres, les conséquences ont été majeures. Heureusement pour cet événement, pas de décès à déclarer. Pour en revenir à la question de savoir si une personne a déjà été tuée par une météorite, on peut parler de deux cas très intrigants, mais qui à ce jour n'ont pas vraiment été confirmés.
Le premier cas est ancien et remonte à 1888. Une pluie de météorites a alors frappé une région située dans l'Irak actuel. L'événement est très documenté dans les archives historiques avec des détails précis comme les dégâts sur les récoltes ou la durée du phénomène. Il est fait mention qu'un homme présent près du point d'impact d'une des météorites aurait été tué par cette dernière. Les scientifiques essayent encore d'avérer ce cas. Le second cas est beaucoup plus récent car il se serait produit le 6 février 2016 dans le sud de l'Inde. Un chauffeur de bus a été frappé à la tête par une pierre. Au moment des événements, un bruit intense est entendu et sur place les policiers ne trouvent pas d'explosifs mais ils ont récupéré la pierre en question qui présente un aspect étrange. La nouvelle se propageant, on se met à soupçonner la chute d'une météorite. Mais il n'a pas encore été prouvé que la pierre en question était une météorite. Certains ont parlé d'un fragment de débris de fusée. Quoi qu'il en soit, si ce cas était avéré, il pourrait s'agir du premier exemple de la mort d'une personne par la chute d'une météorite. Cependant, il y a quand même eu déjà des cas de personnes percutées par des météorites. On peut citer le cas connu de l'américaine Anne Elizabeth Hodge le 30 novembre 1954. Un météore a traversé le toit d'une maison, rebondi sur un meuble avant de frapper Madame Hodge qui dormait sur son canapé. Elle n'a eu, entre guillemets, qu'un gros hématome à la hanche. Donc, vous l'aurez compris, il est peu probable que le ciel vous tombe sur la tête. Question numéro 2. L'extinction de la fin du Crétacé a-t-elle été causée par la chute d'une météorite? Là oui, on a beaucoup de preuves qui le montrent et la majorité de la communauté scientifique s'accorde sur le fait que la chute d'une météorite de taille conséquente est bien au moins une des causes de l'extinction de masse qui a eu lieu il y a 66 millions d'années à la fin du Crétacé. Dans le registre fossile, les paléontologues ont identifié un changement abrupt des faunes entre le Crétacé et le début de la période qui vient après, le Paléogène, avec notamment la disparition de grands groupes comme les ptérosaures, les reptiles marins, les dinosaures non aviens, c'est-à-dire tous les dinosaures sauf les oiseaux, les ammonites, etc., etc. Et de l'autre côté, on a une augmentation de la diversité d'autres groupes comme les mammifères, bien que leur diversification ait déjà commencé à la fin du Crétacé. Des études géologiques ont révélé la présence d'une strate d'argile de quelques centimètres d'épaisseur entre le Crétacé et le Paléogène. Après analyse, il s'est avéré que cette couche présente un taux anormalement élevé d'iridium. Cet élément est très rare dans la croûte terrestre car, comme le fer, il a migré dans le noyau de la Terre au moment de la différenciation. Cependant, cet élément est beaucoup plus abondant dans certaines météorites. Du coup, l'hypothèse de l'impact d'une météorite comme une des causes de cette extinction de masse a été posée. Faut-il encore trouver le cratère d'impact? Plus tard, les chercheurs ont identifié le cratère de Chicxulub au Mexique. Pardon si je prononce mal. Ce cratère est de forme ovale avec un diamètre moyen de 177 km. On pourrait pratiquement y faire tenir la Corse tout entière. Aïe. La date de l'impact a été estimée à 66 millions d'années, ce qui concorde avec l'événement d'extinction. Et pour apporter des précisions, l'objet qui a frappé la Terre à ce moment avait une taille estimée au minimum à environ 10 km. Pour vous aider à vous en rendre compte, sachez que le plus haut sommet actuel du monde, le mont Everest, fait 8,8 km de haut. Donc c'est comme si littéralement une montagne était tombée sur Terre à ce moment. Impressionnant. Question numéro 3, les météorites ont-elles amené la vie sur Terre? Eh bien, d'un certain point de vue, cela pourrait sembler possible. D'un certain point de vue. On a vu précédemment que les météorites peuvent être synonymes de mort, de destruction, d'extinction de masse, mais elles peuvent être totalement l'inverse. Il faut savoir que les molécules à la base de la vie sur notre planète sont les protéines et l'ADN. Pour simplifier, on peut dire que si les êtres vivants étaient des maisons, les protéines seraient les ouvriers et les outils nécessaires pour la construction, et l'ADN serait un équivalent des plans et du mode d'emploi. Les protéines et l'ADN sont constitués de petites molécules organisées en chaînes. On a les acides aminés pour les protéines et les acides nucléiques pour l'ADN. En 1969, une météorite est tombée près du village de Murchison en Australie. De nombreux fragments ont été retrouvés et cette météorite a été classée parmi les chondrites. Rappelez-vous, il s'agit des météorites n'ayant pas subi de différenciation et qui sont donc intéressantes pour comprendre l'état de notre système solaire au tout début de sa formation. Des analyses réalisées par une équipe de la NASA en 1970 et 1971 ont révélé la présence d'acides aminés dans la météorite. Il y avait également des molécules semblables à certaines présentes dans l'ADN. Et donc, est-ce que ces éléments qui sont à la base de la vie sur Terre
auraient pu être apportés par des météorites. Eh bien, c'est ce que tend à montrer l'hypothèse de la panspermie. Elle propose que des éléments essentiels à la vie, ou du moins essentiels pour former certaines briques indispensables pour construire des molécules comme l'ADN ou les protéines, auraient pu être apportés par des météorites. En gros, cette hypothèse ne dit pas que les météorites ont littéralement apporté la vie sur Terre, mais elles auraient pu apporter certains éléments indispensables au développement de la vie. C'était la mode à l'époque. Question numéro 4, qui sera également la dernière. Sommes-nous menacés par un astéroïde? Est-ce qu'un astéroïde va nous tomber dessus et allons-nous subir le même sort que le T-Rex, les Vélociraptors et autres Tricératops? En tout cas, ce n'est pas impossible. Maintenant, est-ce que cela va arriver bientôt? Voilà une excellente question. Il existe ce qu'on appelle les objets potentiellement dangereux. Il s'agit d'objets spatiaux de grande taille dont la trajectoire passe suffisamment près de la Terre pour être une menace. C'est ce qu'on appelle aussi les géocroiseurs. On considère qu'à partir de 140 mètres, l'objet pourrait faire des dégâts très importants aux alentours du point d'impact. Mais même de plus petits diamètres peuvent faire des dégâts conséquents à cause de l'onde de choc résultante. Pour rappel, le bolide qui a traversé le ciel de la Russie en 2013 mesurait à peu près 20 mètres. Et vous avez vu les dégâts? Les scientifiques travaillent à recenser l'ensemble des astéroïdes connus et à estimer lesquels représentent un risque pour nous. Vous connaissez peut-être l'échelle de Turing, qui est utilisée pour les communications publiques. C'est une échelle allant de 0 à 10 qui mesure la probabilité d'impact de l'objet, ainsi que le degré de gravité de l'impact. 0 correspond à une absence totale de risque, et 10 c'est Armageddon, mais sans Bruce Willis, Michael Duncan et Ben Affleck pour nous sauver. Ouais, donc pour le coup c'est plus Deep Impact. L'échelle peut être représentée par un graphique avec sur un axe la probabilité d'impact et sur l'autre axe la taille de l'objet. Il y a un code couleur pour les différents niveaux d'alerte. Blanc pour le risque nul, vert pour le risque normal, jaune pour les objets à suivre, orange pour les objets dangereux et rouge pour une collision certaine avec un objet de grande taille. Si je peux vous rassurer, la probabilité d'impact avec un astéroïde au cours du 21e siècle est tellement faible qu'elle est quasiment assimilable à 0. En 2019, un centre spécialisé de la NASA a étudié 936 géocroiseurs. À ce jour, aucun de ces objets n'atteint la zone jaune de l'échelle de Turing. Sachez qu'il existe d'autres échelles de mesure de probabilité d'impact de météorites. Elles sont plus précises, mais aussi un peu plus complexes à expliquer. L'échelle de Turing, elle a été pas mal critiquée dans le passé parce qu'elle s'est montrée un peu trop alarmiste. Donc les scientifiques réfléchissent à des alternatives. Maintenant, savoir qu'on va être frappé par un objet, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on repère un objet potentiellement dangereux? Les scientifiques ont aussi réfléchi à cela, et parmi toutes les options, il y a celle de la déviation qui a été retenue, et même testée. C'était l'objectif de la mission DART organisée par la NASA et achevée le 27 septembre 2022. Ils ont lancé une sonde spatiale dont le but était de dévier un astéroïde. Et comment une sonde spatiale peut dévier un astéroïde? En la percutant, tout simplement. La sonde DART, qui mesurait 2,6 mètres de haut pour une masse de 700 kg, a été envoyée s'écraser volontairement sur un astéroïde afin de changer sa vitesse et sa trajectoire. La sonde transportait des systèmes de mesure qui se sont détachés avant l'impact afin de prendre des images de cet impact et de l'astéroïde. Pour l'anecdote, ce dispositif comprenait 2 caméras appelées Luke et Leia. Je vous laisse trouver la ref. L'astéroïde victime choisi est Dimorphos, qui est en fait un petit astéroïde de 160 mètres qui gravite autour d'un astéroïde plus gros, Didymos. Pas de panique, ce système binaire ne représente aucune menace pour la Terre. Après l'impact de DART sur Dimorphos, les scientifiques ont observé à l'aide de télescopes terrestres si cet impact avait modifié son orbite autour de Didymos. Avant l'impact, Dimorphos mettait 11 heures et 55 minutes pour compléter son orbite autour de Didymos. Après l'impact, cette durée a été réduite de 32 minutes. Mission réussie donc, la vitesse de Dimorphos a bien été influencée. Pour la petite histoire, la mission n'est pas tout à fait terminée. Fin 2026, une mission européenne nommée Hera devrait rejoindre ce système binaire et l'étudier pendant plusieurs mois. Et tout ça, c'est une première étape dans le test de cette technique afin d'éventuellement protéger la Terre dans le cas de futures menaces spatiales. C'est bizarre, elle me dit quelque chose cette personne. Non, jamais vu. Bref, pour répondre à la question « Sommes-nous menacés par un astéroïde ?» Pour les 100 prochaines années, la probabilité est quasiment nulle. Donc, pas de panique.
C'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit like et un commentaire pour le soutien. Je remercie aussi grandement le Muséum d'Angers qui m'a accueilli dans cette exposition Météorites entre ciel et terre, que je vous recommande chaudement d'aller voir. Quant à moi, il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus.